Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Zena Ahmed, déléguée syndicale CFE-CGC au CHM. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, une menace de grève pèse sur le CHM. Le mouvement sera entamé ce jeudi. On parle d'une grève générale. On en parlera avec vous tout à l'heure. On a avec nous également sur le plateau Shakila Youssouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors avec vous, il sera question de cette famille en détresse, ce professeur, sa femme et leurs 3 enfants qui aujourd'hui se retrouvent sans foyer. Vous nous en direz davantage tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce mardi 27 octobre. Le secrétaire fédéral du Parti socialiste et ancien maire de M'Tsangamouji, Moula Issouf Madi, a été placé en garde à vue hier. En cause, une affaire de fausse procuration lors des élections municipales partielles du 20 septembre dernier. De quoi éloigner encore un peu plus la population de ses représentants politiques. Jusqu'à quand le bras de fer entre les avocats et le gouvernement peut-il durer ? Après plus de 2 semaines de grève, la détermination des robes noires reste intacte tandis que la justice tourne au ralenti. Les explications dans votre journal. Alors que les problèmes s'accumulent sur le territoire, de nombreuses associations agissent pour faire évoluer les choses. Ce week-end, un joli concours d'orthographe et de dictée a été organisé par l'association Amaz. Reportage à la fin de cette édition. Moula Issouf Madi, le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, a été placé en garde à vue hier. Il a été entendu sur l'affaire des fausses procurations lors de la dernière élection municipale à M'Tsangamouji. L'affaire fait grand bruit et le procureur semble ne vouloir laisser aucune place au doute. L'ancien maire risque gros, tandis que la population s'est emparée du sujet. Plus d'explications dans ce reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Le 20 septembre dernier, l'élection municipale partielle de M'Tsangamouji a une nouvelle fois été entaché de 98 procurations falsifiées. Après enquête, le directeur de campagne de Moula Issouf Madi avait été placé en détention provisoire. Hier matin, les gendarmes de la section de recherche de Pamandi ont procédé à des perquisitions au domicile de Moula Issouf Madi et d'Atoumani Haïdar, deuxième adjoint en charge des élections et 3e sur la liste PS. Tous deux ont ensuite été placés en garde à vue en petit air pour être entendus. Cette nouvelle fait beaucoup jaser les électeurs mahorais qui s'indignent face à ce genre de pratiques frauduleuses. Oui, surtout mtwazoma na mnezo na shukalteze kolazimu serikali irengezwa manazayo itunde ikontrole taiparamba kweli au tambo nekaiparamba kweli vavuka vasinzia mana nekailishi vavo yo savapa tena oui nekamba serikali ilishi mhala si vavo surumere serikali ashkomori nekakalazimu ra romia tena tongoza shiu maguina atira kozindilia tongo mordezini leo zizije gwa mana shangiza zisone saswa filo amba wasira kabili tongodeini kara kuendilia bede utsirenge mikuru ala saudihiza ala mana na mtu betsi wono amba ntongozani hoza tapena kobenza rangu yerefo tawasikweze femu hautekeleza matungurdiano amba intongelo amba kazi mlomba obolo vamana tsilera kuendilia na tungurdeyo izo amba na ilomba de rahotikisa ikamba wao lazima ufanye attention deje kamba odwa jafanya attention pensulongo atumba na kwa kila mkazi abola vamana lazima arengezwa manasa. Ce genre d'affaire n'a pas pour effet de rapprocher les élus de la population. En effet, avec la proportion d'hommes politiques confrontés à la justice, il semble bien difficile de croire encore à la sincérité de certains, qu'ils soient mahorais ou métropolitains. Et la démocratie doit s'exprimer dans les urnes. Et je pense, s'il s'avère qu'il y a fraude, je pense qu'il y a la justice qui fera son travail, mais je trouve quand même dommage que le peuple s'exprime dans les urnes et puis derrière il y a des fraudes. C'est ce que je trouve dommage. Cette histoire de fraude, ce n'est pas qu'à Mayotte. Et il ne faut pas incriminer les Mahorais. Les fraudes, ça n'a pas commencé à Mayotte et ça finira pas à Mayotte. Si la présomption d'innocence reste de mise, ce type de mauvaise pratique jette encore plus de discrédit sur une classe politique déjà fortement secouée et qui semble chaque jour plus éloignée de son rôle de représentant du peuple.
Ce jeudi 29 octobre, le centre hospitalier de Mayotte sera bloqué par le personnel en colère. Un préavis de grève a en effet été lancé par les différents syndicats pour protester contre une surcharge de travail au sein de l'établissement. Présent sur notre plateau ce matin, Ousseni Balahachi, le secrétaire départemental CFDT, et Henri Rigotard ont tous deux résumé la situation en quelques mots. On les écoute, le ras-le-bol est palpable et serait notamment dû à l'immigration clandestine. On les écoute lors de la matinale ce matin. On est à bout. Donc, cette grève, elle est surtout pour la surcharge de travail où le flux des patients a quasi doublé en un an, en 2 ans. Donc, c'est plus gérable. Avec le même nombre de personnel, en fait. Le même nombre de personnel. Ouais. On reprend, par exemple, depuis 2009 jusqu'à nos jours, le même nombre de personnel. Eh ben, le flux des patients a été multiplié au moins par 3. Ouais. Par 4. Donc, c'est plus supportable et c'est au détriment des résidents mahorais. Et ça, je pense qu'à un certain moment, il faudrait qu'on en parle justement pour qu'on puisse chercher des solutions. Pourquoi vous dites au détriment des résidents mahorais? Parce que ceux qui viennent à l'hôpital, quand vous dites multiplié par 2, 3 ou 4, vous faites allusion aux étrangers? Excuse-moi, Ouais, Patrick. Tout simplement, je rejoins Rigaud sur cette question au détriment de la population locale, parce que à chaque fois qu'un ressortissant mahorais arrive, je ne parle pas spécialement de ressortissants mahorais, mais tous ceux qui ont une sécurité sociale, quand ils sont admis à l'hôpital pour demander à ce qu'on puisse les soigner, on leur dit de partir soit à l'extérieur ou bien qu'ils aillent dans le secteur privé. Alors avec nous sur ce plateau, Zena Ahmed, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes délégué syndical CFE-CGC au CHM. Alors la situation a été résumée, là, un ras-le-bol général qui fait que jeudi, une grève est annoncée, une grève totale. En effet, un ras-le-bol général, ça ne veut pas dire que nous, on cherche absolument à casser, hein, c'est parce qu'on cherche à faire. Je pense que si aujourd'hui la CFE-CGC s'est joint au syndicat de médecins, parce que c'est un peu ça, il faut qu'on comprenne, parce qu'on sait pourquoi, on sait ce qu'on veut. Et ce qu'on veut éviter, justement, c'est arriver au burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est tout simplement, on va lâcher. Et là, M. Balahachi parlait de problèmes au détriment des résidents, mais je pense aussi, j'en rajoute, ça peut être aussi au détriment aussi des usagers et des personnels, parce qu'on est quand même un jeune département. Il ne faut pas oublier qu'il y a besoin aussi de ce qu'on appelle le veille professionnelle pour ces agents-là. Ils ont besoin de se mettre à même de nouvelles législations par rapport à leur métier. Et quand vous êtes en surcharge de travail, vous n'avez pas le temps de vous former, vous n'avez pas le temps de travailler. Je pense que c'est éviter d'arriver là-dessus. Et quand je dis cela, je dis que je pense que le directeur général est là pour éviter justement que ça arrive là-dessus. Alors, on a eu une réponse. On a une réponse, début de réponse. On va rencontrer le directeur demain à 14h. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit, on a un seul centre hospitalier à Mayotte. N'attendons pas qu'on se dise c'est tel syndicat ou tel syndicat qui a défendu, ou tel corps professionnel qui a défendu ce qui se passe là, l'hôpital. Allons-y, parce qu'un hôpital sans médecin, ce n'est pas un hôpital. On ne peut pas le faire. Alors là, on parle concrètement d'un manque de moyens humains comparé à la charge de travail qu'il y a. Justement, quand vous vous rendez compte que vous avez des collègues qui sont en congé maternité, ça peut prendre 6 mois, même plus, et que vous ne pouvez pas avoir un remplacement par rapport à cela, quand vous vous rendez compte que vous avez un outil de travail à perfectionner, vous ne pouvez pas l'apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on parle même d'insécurité au CHM, mais ça peut être aussi entre les professionnels. Parce qu'un médecin qui doit rencontrer 12 personnes, il va rencontrer le double, voire le triple. Je ne pense pas qu'il sera à même de bien parler avec ses collègues. Alors, on parlait d'un début de réponse. Alors, qu'en est-il de l'attractivité de Mayotte qui aujourd'hui pose problème ? Je pense que je dirais que la réponse, peut-être qu'on commencera à la voir demain, parce que je ne peux pas dire que ça n'attire pas l'attention de la direction. On n'est pas en train de dire que c'est la direction d'hôpital qui est mise en cause, mais je pense que c'est Mayotte entière qui est mise en cause. On attend de moi. Je crois que la responsabilité de la direction est bien comprise par la direction même. On verra.
Ça ne veut pas dire que si on voit une concrétisation de quelque chose, on est obligé d'aller sur le terrain, d'aller en grève. Mais voilà. Alors, si les négociations n'aboutissaient pas à ce que vous souhaitiez, on parle de grève générale, de blocage total. Comment ça va se manifester clairement? Comment ça va se manifester? Je peux vous dire clairement que ça peut être comme un dimanche au CHM. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que l'hôpital peut être comme un dimanche au CHM quand vous arrivez avec une surcharge. Quand je dis surcharge, c'est que vous allez-y dans un service d'urgence, vous allez voir qu'il n'y a pas d'endroit pour mettre les patients. Et il n'y a pas un service minimum à assurer? Si, comme à toutes les grèves, mais quand on crie dans les horaires normaux, je vais dire dans les journées normales où on a tous les agents sur place, je vais dire au niveau planning, tout est éclairé et qu'on est déjà en surcharge, un peu fatigué, si on se met avec une assignation, je dirais, comme d'un dimanche, quand je vous le dis, ça ne va pas aller. C'est-à-dire il y aura par exemple, moi je parle du service social et on aura une seule assistante sociale. Seulement. Et là, c'est impossible. Vos revendications, on va dire, vous avez une liste particulière? Moi je ne ferai pas la liste. Je dirais juste que il faut que le gouvernement nous entende. C'est tout. Moi, je ne veux pas dire... si on fait la liste, on va arriver quoi? On va arriver manque d'argent, manque de structure, manque d'espace, manque de moyens de développement de veille professionnelle, de formation, ou bien ceux qui se forment en ont marre à un moment, on ras-le-bol et repartent. Donc, c'est comme si on avait une sorte de sac à trous où on n'arrive même pas à concentrer ce qu'on investisse. Je dis quoi? On a l'impression de ne pas être dans un département, mais on a l'impression d'être un peu oublié. On a l'impression qu'on prend conscience d'un côté qu'on est quand même un lieu d'appel d'air pour certaines régions, mais après on nous dit mais un peu démerdez-vous. Et quand je dis on, je ne dis pas CHM, je dis Mayotte. Donc c'est pour ça que je dis, quand on fait cette grève-là, ce n'est pas contre la direction de l'hôpital. C'est un appel au secours pour éviter qu'on en arrive au pire. Donc je ne fais pas la liste, parce que si on fait la liste, je pense qu'on n'en finirait jamais. Alors, vous parlez de grève ce jeudi. Pourquoi ne pas avoir attendu le 3 novembre pour vous rallier au mouvement local? Parce qu'on a nos propres problèmes et je pense que si on essaie de se rallier là-dessus, ça risque de se noyer dans les revendications qui sont, je dirais, globales. Qui se rapprochent quand même des vôtres. Qui se rapprochent, mais je pense que la surcharge de travail est vraiment cruciale. Et quand je dis crucial, aujourd'hui on parle, mais je pense qu'il y en a qui n'arrivent même plus à respirer. On essaie d'en parler, on essaie de dire, mais ça se comprend tout de suite. Il suffit qu'il y ait un usager qui va au CHM, qui se dit je m'en vais. Juste parce qu'on n'a pas besoin de décrire, je pense. Je pense qu'il faut juste passer dans les services de soins, ne serait-ce que des consultations, pour se rendre compte de ce qu'on a. Donc, n'attendons pas cela, parce qu'il y a l'urgence. Et l'urgence, c'est le surcharge du travail et le manque d'offres, je dirais, le manque d'offres de soins, et en termes de moyens, tout, bâtiments, infrastructures, personnel qualifié, parce qu'on ne va pas dire oui, mais vous avez beaucoup d'argent. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, un hôpital sans médecin, ce n'est pas un hôpital, ça ne peut pas soigner. Un hôpital ou avec peu d'infirmiers de bloc, par exemple, ou pas d'anesthésistes, ce n'est pas un hôpital. Et c'est un peu ça qu'on vit au jour d'aujourd'hui, ou bien ils viennent avec des contrats très très précaires. Donc je pense que là, quand je dis il n'y a pas besoin de faire la liste, et je donne l'exemple des lieux de soins, je fais un appel même aux usagers, je fais un appel même à la population, je fais un appel même aux élus, parce que je crois que là, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de vitale de Mayotte. Merci beaucoup Zenamed. Je rappelle, vous êtes délégué syndical CFE-CGC au CHM. Énième jour de grève maintenant pour les avocats du département. Le mouvement national continue. Les journées d'aujourd'hui et demain ont été intitulées Justice morte. Alors que les discussions avec la ministre se poursuivent, les robes noires gardent la même détermination s'agissant de leurs demandes. Les audiences, quant à elles, s'ouvrent mais sont systématiquement reportées comme l'exigent les avocats. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimni. La détermination ne semble pas faiblir du côté des avocats du département.
La réforme concernant l'aide juridictionnelle et le barème de rétribution des avocats continue de poser problème. Depuis lundi, les audiences s'ouvrent, mais les robes noires demandent systématiquement le report des affaires. Bien, on a toujours une poursuite du mouvement de protestation des avocats, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui en toute la France métropolitaine et outre-mer. Les audiences sont toujours perturbées, le mot d'ordre reste le même. On attend que le gouvernement rediscute la suppression, voire la diminution des unités de valeur, des rétributions des avocats. Ces 2 jours ont été qualifiés de justice morte par les avocats en grève qui confessent ne pas se battre uniquement pour leurs propres intérêts, mais aussi et surtout pour ceux des plus démunis. L'impact, ça va être la réforme. L'impact sur les particuliers, ça va être la réforme, parce que si jamais cette réforme passe, déjà qu'à l'aide juridictionnelle, on est rémunéré de façon très basse, si jamais ça baisse encore, il va se passer que nous, les avocats, on va refuser tous les dossiers à l'aide juridictionnelle, et que finalement, on va défendre que les gens qui ont les moyens de nous payer. Donc l'impact, il est là, c'est pour ça qu'on grève, c'est pas pour nous, c'est pour que tout le monde puisse accéder au tribunal, à la justice. La justice nationale tourne actuellement au ralenti et la plupart des audiences sont reportées avec les conséquences que cela implique. Mais pour les avocats, l'enjeu est trop fort pour céder face au gouvernement. Il est vrai que la justice doit se tenir, il faut une réponse aux situations de fait et de droit qui posent souci, c'est pour ça que la justice est là. Nous en sommes à la 2e semaine, les renvois sont effectués partout où les audiences se tiennent. Il faut que la ministre entende cette protestation qui est une protestation vive et qui ne décolère pas. Les discussions avec la ministre continuent, mais le bras de fer pourrait tourner en faveur des grévistes. Car dans le cas contraire, la justice n'est pas prête de tourner rond. Et la grève générale du 3 novembre prochain risque de rassembler très large. En effet, il est rare de rencontrer des administrés qui se satisfont de la situation du département. Depuis dimanche, le vice-président du syndicat national des cadres des douanes est à Mayotte. Affilié FO, il a rapidement pris connaissance des difficultés que rencontrent les agents du département. Ancienneté des carrières, indexation ou encore attractivité. Nicolas Trémollet a pointé du doigt les problèmes et affirmé la présence des douaniers dans le cortège du 3 novembre prochain. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Ces sujets rejoignent en fait l'appel à la grève interprofessionnelle du 3 novembre, à laquelle donc Force ouvrière, douane, fonction publique prend toute sa place, puisque ces problèmes sont également très présents dans notre administration et demeurent d'actualité, puisque donc les collègues donc originaires se battent pour la reprise de leur ancienneté de carrière totale depuis leur intégration dans la fonction publique d'État. Il y a également des revendications salariales qui touchent donc l'indexation des salaires afin que la majoration de traitement, ce qu'on appelle la majoration de traitement, soit porté au taux de 53%, comme c'est le cas à La Réunion, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis, les collègues douaniers de la fonction publique se battent même plus largement pour défendre l'attractivité de leur territoire vis-à-vis des fonctionnaires de la métropole, afin de contribuer à motiver certains collègues fonctionnaires métropolitains de venir travailler donc au territoire de Mayotte et de contribuer au développement de l'île. À noter que vous retrouverez l'intégralité de ce temps de parole à la fin de cette édition. Et arrivé à Mayotte il y a 2 mois et demi, un professeur de mathématiques contractuelles et sa famille vivent un véritable calvaire. Depuis leur arrivée, ils se sont depuis installés avec sa femme et leurs 3 enfants à l'hôtel. Sans logement ni revenus suffisants, ils sont aujourd'hui accusés de filouterie. Le couple a en effet été placé en garde à vue, tandis que l'hôtel leur réclame la somme de 8 949,50 €. Plus de précisions dans ce reportage, Nishakila Youssouf et Fred Souleymana. Épuisé, après 2 longues gardes à vue, ce couple se prépare à vivre encore une journée d'incertitude et d'angoisse. Ils sont arrivés sur le territoire il y a quelques mois, mais le seul revenu de ce professeur contractuel ne leur est pas suffisant pour trouver un logement à Mayotte. Après 2 mois passés à l'hôtel, ils ont dû quitter les lieux, faute de moyens pour régler leurs dettes. Il faut savoir qu'une expulsion se fait toujours sur l'ordre d'un juge, en aucun cas sur l'ordre d'un magistrat ou d'un procureur. D'accord, donc là aussi, il y a un vice de procédure et avec l'autorisation du préfet. Voilà. Donc là, ça aussi, c'est une drôle de procédure, en tout cas une procédure qui est complètement illégale. On nous a sorti un dimanche après-midi avec nos 3 enfants d'un hôtel, sans ordre d'expulsion
d'un juge. Il n'y a qu'un juge qui peut le faire. Je me répète, certainement pas un procureur ou un OPJ. Donc ça a été fait illégalement. Pris à la gorge et accusé de filouterie alimentaire par la direction de l'hôtel pour 230 €, le père est donc allé au commissariat ouvrir une main courante pour faire reconnaître sa dette, mais en fin de journée suspecté de vouloir partir sans payer alors que l'hôtelier exigeait un déparatif. La BAC a placé le père en garde à vue vers 20h. On est arrivé sur ce jour où le propriétaire a voulu nous faire sortir. Et donc, alors on a sorti un certain nombre de valises parce qu'on envisageait effectivement de quitter l'hôtel. Mais simplement, je suis revenu avec les enfants à l'hôtel. Et c'est au moment où je suis revenu que j'ai été interpellé par la BAC de manière très professionnelle. Ils ont été très corrects. Donc j'ai beaucoup là-dessus rien à dire. En revanche, j'ai été tout de suite mis en garde à vue à 19h45 le samedi. Et puis j'en suis sorti à 15h le dimanche. Enfermé 19h, ce professeur a du mal à admettre sa situation. Ce matin, au réveil, la peur de se retrouver à la rue avec ses enfants l'accable. Il a donc pris 2 jours d'arrêt maladie pour mettre sa femme et ses enfants à l'abri. Moi, j'ai quand même du mal à accepter, si vous voulez, qu'on est en difficulté, quelles que soient les raisons, et qu'on reçoive un tel coup de massue et qu'on soit jeté à la rue. Ça franchement, c'est quelque chose qui... Et là, je parle réellement des faits. Je n'accuse pas quelqu'un en particulier, mais je trouve ça quand même difficile à accepter, quoi. Voilà, c'est concernant notre... Alors, par exemple, pour cette nuit, je ne sais pas où on va dormir. Je ne sais pas si ma carte bleue passera pour payer l'hôtel. Je ne sais pas où on va aller. Alors on a différentes personnes qui éventuellement la journée peuvent nous recevoir, mais ça en reste là. Donc il va falloir trouver une solution d'urgence ou alors emménager dans un logement très très vite, quoi, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain. Arrivé directement de la Martinique après avoir dépensé 8 000 € pour le voyage non pris en charge par l'éducation nationale, le couple est aujourd'hui à la rue. Sans logement, ils ne peuvent inscrire leur enfant à l'école, tandis que la note due à l'hôtel s'élève à plus de 8 000 €. Face à la vie chère et notamment au prix des loyers à Mayotte, il semble très facile de tomber dans la plus grande précarité, d'autant que le couple est convoqué à la barre en février prochain. Alors Chakila, c'est une situation très compliquée que vit cette famille. Exactement, parce que j'aurais pu commencer ce sujet par « nous ne sommes pas des voleurs, nous ne demandons pas la charité, mais juste un peu d'humanité ». On aurait pu commencer ce sujet comme ça, parce que quand même, c'est des personnes qui ne connaissent pas Mayotte, un enseignant qui a voulu venir travailler à Mayotte et qui se retrouve dans une situation d'extrême précarité, avec 3 enfants en bas âge, et c'est quand même... Alors, comment ils en sont arrivés là? Un départ, ça se prépare, on va dire, Chakila? Oui, parce que justement, ils étaient à la Martinique, donc ils savent comment ça se passe. Donc ils arrivent ici, en croyant que ça va bien se passer. Pareil, ils arrivent et au final, déjà, il y a un problème avec le dossier du professeur. Dans le dossier, il a 30 ans alors qu'il n'a pas 30 ans. Il touche 1 699 € alors qu'il devrait toucher 2 200 €. Avec le salaire qu'il a, dès qu'il dépose une demande de logement, on lui dit que c'est pas possible. Avec 3 enfants, on ne peut pas lui donner un logement avec le salaire qu'il a. Depuis le 1er octobre, son salaire a été remis normal de 1 200 €. Mais en attendant, il était dans le Maharaja, en croyant que le problème allait vite se régler. Mais cette famille vit au jour le jour, sans savoir où ils vont dormir. Encore pas plus tard que tout à l'heure, on les avait au téléphone et ils ne savaient pas où ils allaient dormir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici à Mayotte des structures qui pourraient prendre en charge cette famille en attendant qu'ils trouvent une situation plus stable? On en discutait tout à l'heure en off, il y a la CFAV, mais en attendant, c'est quand même un professeur, il a quand même son statut. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait, mais complètement. Ils n'étaient pas préparés à ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez leur visage, ils ne dorment pas la nuit. Et même leurs enfants, vous regardez la situation, et ce qui est quand même alarmant, c'est qu'au vice-rectorat, certes c'est vrai, on les a appelés pour venir à Mayotte, pour travailler, et ils avaient le choix, mais ils sont là. C'est comme si j'invite quelqu'un chez moi, et arrivé devant la porte, je lui ferme la porte.
C'est à l'eau. Est-ce qu'on a un retour de ces structures-là, justement, de cette institution, notamment le vice-rectorat? Le vice-rectorat, malgré ce que subit le professeur, lui, il dit non, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils nous ont accueillis, certes, mais dans la situation dans laquelle ils sont, humainement, il faut réagir. On ne peut pas laisser un père et une mère trimballer leurs valises dans tout Mayotte pour trouver un endroit où dormir. Ce n'est pas possible. Sachant qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus un rond. Pour venir ici, ils ont prêté 8 000 €. Ils doivent les rembourser et ils ont encore la dette de l'hôtel. Alors, on parle aujourd'hui de filouterie, donc ça va jusque devant la justice, hein, clairement. Qu'en est-il de la procédure? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se poursuivre par la suite? Mais on est où là? On est vraiment dans un pays de droit. On prend un père de famille et une mère de famille, on les traduit en garde à vue comme c'était des bandits. La BAC intervient, la BSU, mais qu'est-ce qui se passe là? On est où? C'est hallucinant. En plus, il doit comparaître au tribunal en février, mais quand on regarde comment ils ont été expulsés du Maharaja, il y a un problème. Il y a un problème dans la procédure qui a été menée pour expulser cette famille. Alors si aujourd'hui des personnes, par exemple des habitants de Limaoré, veulent abriter, héberger ces personnes, comment doivent-elles s'adresser à elles? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, notamment peut-être le passer après? Mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont prêts à accueillir des demandes, des offres comme ça d'hébergement? Mais ils attendent. Ils attendent que quelqu'un se manifeste, qu'on les appelle, qu'au moins une personne qui loue un appartement les appelle. Mais c'est sûr qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas envie de rester à Mayotte, ils ont envie de repartir. Et ils sont traités comme des voyous. C'est un professeur et ils sont traités comme des voyous. Ça, j'ai l'impression que tout le monde oublie que voilà, ils ne connaissent pas Mayotte, ils n'ont pas de famille. Voilà, c'est grave. Merci beaucoup, Chakila. En tout cas, on récoltera les offres qui seront proposées et on rentrera en contact avec cette famille par la suite. Et nous l'évoquions longuement hier dans notre édition, le village de Mtsangamboa est actuellement en proie à des conflits communautaires. Suite à plusieurs cambriolages qui ont eu lieu ces derniers jours, les habitants souhaitent expulser les fautifs présumés. La plupart seraient issus de l'immigration clandestine et ont reçu un ultimatum qui était fixé à aujourd'hui. Difficile cependant de différencier les personnes en situation irrégulière de ceux qui ne le sont pas, d'où le risque de conflits violents dans les prochains jours. On écoute un habitant du village qui tente de nous expliquer ces démarches d'expulsion. Alors, il y en a qui sont en situation irrégulière. Il y a des jeunes où son père a été demandé de quitter le village. Le jeune, il se reconnaît de Mtsangamboa, ça fait un bon moment qu'il est là. Il a des papiers français, donc c'est un mélange. C'est un mélange, c'est des gens qui sont venus en situation irrégulière, il y en a qui sont régularisés, donc c'est des Français. Il y en a qui sont des Français, mais ce n'est pas la plupart. La plupart, c'est des étrangers. Sinon, si c'est des jeunes de Mtsangamboa, parce qu'on a identifié, la population a identifié des jeunes de Mtsangamboa, mais ces jeunes-là ne seront pas chassés, mais il y aura une autre action pour ces jeunes qui sont du village. Et à noter que les habitants du village ont mis leurs menaces à exécution en fin d'après-midi. Ils ont fait le tour des foyers pour chasser toutes les personnes jugées indésirables. Mais à leur grande surprise, la plupart n'étaient pas là, à l'exception d'une femme et de son enfant qui ont été accompagnés jusqu'à la pancarte du village. Les habitants, surpris par ces départs volontaires, craignent cependant les représailles et le retour imminent des personnes expulsées. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 27 octobre dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Samedi dernier, lors de la réunion du comité de pilotage Grève Smart, un possible dépôt de préavis de grève avait été évoqué. C'est désormais chose faite depuis hier. En réponse à un courrier de la première vice-présidente Fatima Soufou et daté du 15 juillet, le comité de pilotage Grève Smart demande une réunion urgente avec le conseil départemental et les services de la préfecture. Il souhaite aboutir rapidement à une solution pérenne et apporter des corrections éventuelles sur certaines clauses de la DSP. En effet, dans ce document cité en référence, Fatima Soufou confirmait la décision du département de confier la manutention du port de Longoni à l'Aconnier historique. Décision validée par le directeur général aux affaires régionales de la préfecture. Or, seuls les agents de Mayotte Channel Gateway sont habilités à manœuvrer les grues. Les agents de la Smart se retrouvent donc aujourd'hui dans une situation ubuesque provoquée par les élus et la représentation de l'État. Le ton est monté et le comité indique en conclusion que faute d'interlocuteurs,
le risque d'un blocage du port est réel. En effet, un préavis de grève illimité a été déposé hier et sans réponse favorable des pouvoirs publics et politiques, le personnel entamera des actions radicales. Ce vendredi, l'équipage d'alerte de la brigade nautique de la gendarmerie a appareillé pour se rendre sur l'éco-radar d'un kwassa. Signalé au large de la pointe Kungu, l'embarcation faisait route en direction de la localité du Nord. L'équipage de la brigade nautique à bord du Mdjabar s'est positionné afin d'intercepter l'embarcation. À 19h, la barque a été repérée naviguant à vive allure vers la côte sans se soucier des injonctions des forces de l'ordre, le pilote passeur poursuivant sa route et tentant de percuter le Mdjabar sur son flanc gauche. Alors que l'équipage tentait une troisième approche pour arrêter l'embarcation, le passeur a percuté une seconde fois la brigade nautique en coupant ses moteurs et malgré son esquive, l'embarcation des gendarmes a évité la collision, mais le poids de l'étrave du Mdjabar a fait s'enfoncer l'arrière du kwassa qui a aussitôt pris l'eau. Les 29 occupants ont finalement été secourus, tandis que l'embarcation commençait à couler. Placé en garde à vue dans les locaux de la brigade nautique, le pilote a été présenté le lendemain devant le magistrat en comparution immédiate avant d'être placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Majicavo. Dans la lutte contre l'érosion des sols et pour la préservation de la ressource en eau, le conseil départemental mène des opérations de reboisement de Padza. Les expérimentations permettent d'étudier des techniques alternatives à l'utilisation d'espèces exotiques pour ces reboisements. Pour ce faire, le conseil départemental est porteur d'un projet financé à 75% par l'Europe et à 18% par l'État, constituant la première phase d'expérimentation qui doit se dérouler sur 2 ans et qui a débuté depuis quelques mois. Cette phase permet de lister les espèces indigènes envisageables pour le reboisement de Padza, d'étudier les méthodes d'élevage et de plantation faisant appel à une technique innovante de mycorhisation. Le pilotage du programme expérimental de cette étude est confié à l'Office national des forêts. Le service des ressources forestières de la direction de l'agriculture, des ressources terrestres et maritimes invite donc les acteurs des domaines agricoles et environnementaux ainsi que toute personne intéressée par l'application de ces expérimentations à une réunion de présentation du programme et d'échange autour des techniques utilisées, prévue ce jeudi 29 octobre à 8h30 dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Et enfin, l'association de Mangajou d'action socio-éducative organisait ce samedi un concours d'orthographe avec des jeunes du village de Sada. L'événement a rassemblé les parents, les enfants ainsi que de nombreux administrés venus partager ce moment autour de la langue française. Une première édition réussie qui en appelle d'autres et qui récompense le travail des membres de l'association. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. 50 élèves de la commune de Sada ont participé au concours d'orthographe et de dictée qui s'est tenu samedi au plateau polyvalent de Mangajou. Les 2 lauréats sont Alaoui Ibrahim pour le concours d'orthographe et Salim Djamalia en ce qui concerne la dictée, même si ce sont tous les enfants présents qui ont gagné de par leur participation. Ils étaient contents, ils ont vu que c'était une très belle initiative lancée par l'association. Ils sont venus massivement, ils ont participé, d'ailleurs ils étaient très bons. Parce qu'il y a des mots très difficiles qu'ils ont réussi à épeler. Je leur félicite, ils ont fait beaucoup de boulot. Pendant 1 mois et demi, une liste de 763 mots à réviser, ils ont réussi à le faire. Une deuxième édition semble d'ores et déjà prévue avec pourquoi pas la participation d'autres établissements. Mais au-delà de cet événement, l'association continue d'œuvrer dans de nombreux domaines et notamment en faveur de l'environnement puisqu'elle n'est pas étrangère à la 3e place de la commune de Sada au concours Outre-mer durable. Ça donne des idées. D'ailleurs, on a déjà un projet qu'on va réaliser bientôt, qu'on a gagné le concours récemment, que Madame le maire Chabamana qui est allée récupérer le prix, vu que c'est un projet lancé par Amaz. C'est un projet environnemental. On va essayer d'embellir les mangroves de Mangajou. Après, très bientôt, il y a un autre projet qui est culturel. On va essayer de voir avec des associations de débat, de Daïra, tout ça, qui existent dans la commune de Sada pour faire une autre action. 11 personnes font actuellement partie de l'association Amaz, mais la réussite de cette nouvelle action pourrait bien faire des émules, pour le plus grand bonheur du président, qui reste conscient du besoin de forces vives. Ce matin, il y a même une fille de Mangajou qui m'a demandé comment elle doit faire pour entrer dans l'association. Et aussi, le samedi même, le jour du concours, il y a 2 filles de Sada qui nous ont aussi demandé comment elles peuvent faire pour rentrer dans l'association.
Ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Et, moi, je dis toujours, l'association est là. S'il y a des gens qui veulent adhérer ou entrer, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Toute personne qui veut nous aider dans l'association, il n'y a pas de souci, elles peuvent venir nous aider. Dans le contexte actuel à Mayotte, les associations ont un rôle prépondérant à jouer pour que la population garde l'espoir. Espoir. Espoir. E accent aigu. S-P-O-I-N. Espoir. Et on a noté qu'une famille est d'accord pour accueillir la famille dont nous avons parlé tout à l'heure dans notre journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. La suite des programmes, c'est avec Ornella Périne pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Nicolas Trémollet, vice-président du syndicat national des cadres des douanes, Force ouvrière. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous trouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Mahmoud Aziari qui exprimera son soutien pour la grève du 3 novembre prochain. À 7h30, la parole sera donnée à Mansour Kamardine. Il sera question avec lui de la problématique détonnante du foncier à Mayotte. Bonne soirée à vous sur KTV.